Il y a ceux qui ferment leur âme par peur d'ouvrir leur corps, et il y a ceux qui ferment tout parce qu'ils savent exactement ce qu'ils cachent. Cet homme, Guilherme Vargas, était le genre de millionnaire qui ne souriait même pas avec un bénéfice record. Il ne faisait confiance qu'à deux êtres, son avocat et son coffre. Le reste était jetable comme un parapluie après la pluie. Mais ce que personne ne savait, c'est que ce coffre ne contenait pas seulement de l'argent. Ce coffre, mon ami, personne ne l'ouvre, même pas le diable avec un pied de biche. C'est ce qu'il disait lors de ces fêtes pleines de caviar et d'hypocrisie. Les yeux des invités brillaient face au défi. 1 million de réalis pour seul lui qui réussirait à l'ouvrir. Aussi simple que ça, mais à une condition. Une seule tentative. La moindre erreur, le moindre clic mal placé, et la personne est exclue de la partie et de la maison. On a vu de tout. Un hacker, un serrurier d'élite, un ex-agent de police fédérale, même un magicien célèbre a essayé. Grand blanc et regard dramatique. Aïe! Le coffre ne cédait pas. Le pari devenait légende. Guilherme riait de mon cœur. Plus que pour un bénéfice, c'était devenu une addiction, un jeu d'ego. Et il adorait gagner. L'argent, je peux le perdre, mais un secret, je l'emporte dans la tombe. Mais l'univers, mon fils, n'aime pas trop les gens trop sûrs d'eux. C'est un mercredi nuageux, un de ces jours où le ciel semble retenir des larmes, qu'il est apparu. Vêtements sales, barbe clairsemée, chaussures trouées, et un regard qui semblait avoir vu trop de choses. Personne ne savait d'où il venait, ni comment il était entré. Il est juste apparu au portail, les mains vides, et une phrase sur ses lèvres fondues. « Je sais ce qu'il y a dans ce coffre. » La sécurité a ri. Le majordome a failli appeler une ambulance. Mais Guilherme s'est frigé, parce que cet homme sale, puant et oublié du monde, possédait quelque chose que personne n'avait là, de la conviction. « Tu veux essayer ?» demanda le millionnaire entre moquerie et doute. Le mendiant ne répondit pas. Il entra comme s'il connaissait la maison, comme s'il y était déjà venu. Guilherme frissonna, et, pour la première fois, il ne sourit pas. Le silence dans cette pièce n'était pas du respect, c'était de la peur, peur de ce qui allait venir. Parce qu'il y a des secrets qu'on garde à double tour et d'autres qui viennent nous chercher même depuis sous un pont. Et alors, je vous demande, qui était cet homme ? Comment savait-il pour le coffre et surtout, qu'y avait-il à l'intérieur pour faire trembler un millionnaire comme un enfant dans le noir ? Si vous aimez les bonnes histoires, laissez votre like et abonnez-vous. Sinon, vous risquez de manquer la suite de ce récit. Car ce qui vient maintenant, c'est une révélation de taille. Cet homme, que personne ne savait d'où il venait, n'a pas demandé de permission ni regardé autour de lui. Il marchait lentement, traînant les pieds comme quelqu'un qui porte son passé sur le dos. Mais il avait une direction précise, le coffre. La salle était plane, mais le silence était plus lourd que l'or. Le millionnaire, qui riait autrefois des tentatives échouées des autres, ne faisait plus qu'observer. Les yeux fixes, la mâchoire serrée. Comme quelqu'un qui reconnaît un fantôme, mais fait semblant de ne que non. « Tu as dit que tu savais ce qui irait là-dedans. Alors parle maintenant ou quitte ma maison. » Le mendiant s'arrêta, regardant le coffre, puis Guilherme. Et il dit alors une chose qui fit même rater les battements de l'horloge murale. « Il y a plus que de l'argent dedans. Il y a de la mort. » La phrase tomba comme un éclair. Personne ne comprenait. Mais le millionnaire, lui, il comprenait. Oh oui, il comprenait. Car à cet instant, il pâlit. Il fit le signe de croix, discrètement, et balbutia. « Qui es-tu » Le mendiant ne répondit pas, il se dirigea simplement vers le coin de la pièce où se trouvait un vieux portrait de famille, en noir et blanc. Il passa ses doigts sur le cadre poussiéreux et murmura « Elle était belle, ta mère ?»
La foule de curieuses commence à s'agiter. « Que veut-il dire par là » chuchotait-il. Mais Guillermet, le maître des lieux, ne disait rien. Il était en état de choc. Il reconnaissait ce regard, cette voix. « Tu es de la famille des Perea » demanda-t-il presque en chuchotant. Le mendiant sourit en quoi? Ce n'était pas un sourire heureux, c'était amer, de ceux que la vie forge dans la douleur. « Tu n'as jamais su mon nom, mais ton père, lui, savait. Il savait très bien. » Cela le frappa comme une gifle. Le millionnaire chancela d'un pas en arrière. Le garde-corps s'approcha, pensant qu'il était temps de faire sortir l'intrus. Mais Guillermet leva la main tremblante. « Laissez-les. » À ce moment-là, le mendiant sortit de sa poche un vieux bout de papier, plié tant de fois qu'il semblait prêt à tomber en poussière. Il l'ouvrit avec soin. C'était une photo en sépia, d'un garçon au regard triste, à côté d'une femme portant un collier avec un crucifix. « Cette femme est la même que sur le portrait au mur, » dit un des invités. Le mendiant cacocha. « Elle m'a élevé, elle m'a appris à lire, à prier. Elle me donnait de la soupe quand j'avais de la fièvre, jusqu'au jour où elle a disparu. » Guillermet s'effondrait sur le canapé. La sueur courait sur sa tempe. Le coffre là, au centre de la pièce, semblait respirer, presque pulser. « Tu veux ouvrir ce coffre ou déterrer l'emmerme » grogna le millionnaire. « Je veux juste la vérité, parce qu'il y a des mensonges plus lourds que la faim. » Et alors, il dit « Et je connais la combinaison, parce que ton père me l'a donnée, avant de disparaître. » La salle explosa en murmures. Les dieux frogniers entendaient s'écarquiller. Guillermet se leva comme s'il allait l'empêcher, mais ses jambes tremblaient trop, car il y avait une chose qu'il n'avait jamais imaginée dans tout ce défi. Que quelqu'un du passé vienne ouvrir plus qu'un coffre, qu'il vienne ouvrir une plaie dans le cœur. Et ainsi, avec des doigts calleux et des mains sales, le mendiant s'approcha du coffre et tourna le premier chiffre. Le bruit du premier clic fut si sec, si précis, qu'il résonna comme un coup de feu au milieu de la pièce. Un clic qui n'était pas seulement mécanique, c'était un écho de mémoire. Le mendiant tourna la molette du coffre avec le calme de quelqu'un qui avait déjà fait cela 1000 fois. Mais personne ne comprenait comment un homme dormant sur du carton connaissait un secret gardé depuis des décennies. Seul Guillermet comprenait. Et pour cela, il transpirait à grosses gouttes. « C'est impossible !» dit quelqu'un au fond de la salle. Mais le vieil homme, sans même se retourner, répondit « L'impossible, c'est de faire semblant toute une vie de n'avoir aucune culpabilité. » Le deuxième chiffre arriva plus vite. Un autre clic. Cette fois, le silence devint panique. Guillermet bondit. « Arrête !» cria-t-il. « Tu ne sais pas ce que tu fais. » « Aussi, je sais, » répondit l'homme d'une voix beaucoup trop calme. « Je ne fais qu'ouvrir ce que tu m'as enfermé par peur, mais il y a des choses qui ne rentrent pas dans le métal, et je porte ça depuis bien plus longtemps que tu ne crois. » Les invités commencèrent à partir, un par un. La fête était devenue un enterrement. Seuls les plus curieux ou les plus courageux restèrent pour voir la fin. Le troisième chiffre était au bout des doigts, mais avant de tourner, le mendiant s'arrêta. Il se tourna vers le millionnaire et demanda « Tu veux vraiment que je continue ?» Guillermet était pâle comme de la cire, ses mains tremblaient, son âme pesait our, et ses yeux disaient qu'il savait déjà ce qu'il y avait là-dedans. « Si tu ouvres ce coffre, tu détruis tout, le nom de ma famille, mon histoire, ma réputation. » L'homme sourit avec ironie. « C'est drôle, tu es plus inquiet pour ton nom que pour la vérité. » Et alors, il raconta, d'une voix basse, mais claire, comme quelqu'un qui libère une douleur ancienne. « La dernière fois que j'ai vu ton père, il m'a emmené jusqu'à cette cave. Il m'a dit qu'il allait enfermer une erreur, un péché, et que si un jour le passé revenait, je devais utiliser cette combinaison. C'est la dernière chose qu'il a faite avant de disparaître. » Guillermet ferma les yeux, comme pour retenir des larmes, ou un cri. « Il n'a pas disparu, il est mort dans un accident. »
Le mendiant le regarda avec pitié. « Oui, c'est la version que tu as racontée. » Le millionnaire chancela, s'agrippant à la cheminée, et le mendiant, il tourna la molette du coffre une dernière fois. Le clic final résonna comme une sentence. Le coffre était ouvert. « Tu veux voir, ou tu préfères faire semblant d'être un roi quand ton trône est pourri de l'intérieur ?» demanda-t-il. Guilherme hésita. L'espace d'un instant, il semblait être un garçon perdu. Le coffre était grand ouvert, il suffisait de tirer la porte. Et quand ils l'ouvrirent, ce qu'il y avait dedans, ce n'était pas de l'argent, ce n'était pas de l'or, ce n'était pas des documents. C'était quelque chose qui fit céder les genoux de Guilherme. Et sa voix s'éteignit. Mais ça, je vous le raconte dans le prochain chapitre. À l'intérieur de ce coffre, il y avait une boîte en bois de sombre, tapissée à l'intérieur d'un tissu rouge déjà terni par le pan, et par-dessus reposait un objet qui n'avait aucun sens pour ceux qui regardaient de l'extérieur, une petite chaîne d'enfant avec un pendentif en forme d'ange. Ce n'était pas un bijou cher, il ne brillait pas, il n'impressionnait pas. Mais quand Guilherme le vit, il s'effondra. « Il en avait ça, d'ici !» cria-t-il, la voix brisée et les yeux remplis de larmes. Mais c'était trop tard. Le mendiant tenait déjà la chaîne dans ses mains, avec précaution, avec révérencé, comme si c'était le dernier souvenir d'un temps que le monde avait essayé d'effacer. « Tu sais ce que c'est ?» demanda-t-il en levant le pendentif vers la lumière. « Bien sûr que je sais !» hurla le millionnaire, presque méconnaissable, agenouillé sur le tapis. « Non, ce n'est pas à ta sœur, c'est à ma fille !» Les mots flottèrent dans l'air comme une sentence de mort. La pièce entière se tut. Ceux qui étaient encore là se regardèrent, confus, tentant de comprendre ce que cela signifiait. Mais le millionnaire, lui, il savait déjà. Car à cet instant, le passé revint d'un seul coup, comme une tempête qui abat tout ce que tient debout par orgueil. Guilherme dégloutit. Il tenta de parler, mais ne réussit qu'à murmurer. « Elle est morte, elle est née malade !» Le mendiant baissa la tête et une larme tomba au sol, silencieuse. « Elle n'est pas morte, Guilherme, elle a été enlevée, sur ordre de ton père, parce qu'il disait qu'elle était honteuse. »« Non !»« Oui !» Le vieil homme sortit de sa poche un vieux papier presque en miettes. C'était un acte de naissance. Nom de l'enfant, Clara. Nom de la mère, Esther Lopez. Nom du père, Romualdo Pereira Vargas. Romualdo, le père de Guilherme. Ta famille a pris ma fille. Ils ont dit qu'elle était la fille d'une domestique et d'un inconnu. Ils l'ont envoyée dans un couvent. On mentit à l'hôpital et on dit qu'elle n'avait pas survécu. Mais elle a survécu, Guilherme. Et tu sais ce qui est le pire ? Elle a grandi en croyant qu'elle ne valait rien, qu'elle était un rebut. Guilherme avait le visage enfoui dans ses mains. Il sanglotait. « C'est pour ça que ton père m'a donné la combinaison, parce qu'à la fin de sa vie, il avait honte. Honte de ce qu'il avait fait, et peur de ce que tu deviendrais si tu suivais ses pas. » Guilherme leva le visage, rouge, bouffé, humilié. « Tu veux de l'argent, prends tout, je paierai ce que tu veux. » Le mendiant secoua la tête. « De l'argent, je ne veux juste que tu saches ce que tu as fait, que tu portes cette culpabilité, parce que pendant que tu pariais 1 million pour ouvrir un coffre, moi je passais mes nuits à chercher une fille qu'on disait morte. »« Elle est encore vive ?» demanda Guilherme tremblant. « Je ne sais pas. La dernière fois que j'ai eu ces nouvelles, elle avait 17 ans. Elle s'est enfuie du couvent, disparue dans le monde. » La petite chaîne d'enfant oscillait entre les doigts du vieil homme, comme un pendule de douleur. Guilherme tomba à terre, fixant le vide, et la pièce ressemblait à une crypte funéraire. Mais le pire restait à venir, car le mendiant, quittant la pièce, s'arrêta à la porte et dit « Elle avait une tache de naissance sur l'épaule gauche, identique à celle de ta fille. »« Ta fille ? Sophia ? Tu t'es déjà demandé si elle est vraiment seulement ta fille ?» Et puis, il s'en alla. Guilherme resta immobile au milieu de la pièce, regardant la porte encore tremblante après le départ de l'homme. Cette question
résonnaient comme une massue dans sa poitrine. Tu t'es déjà demandé si elle est vraiment seulement ta fille? Ces mots résonnaient. Ce n'était pas seulement un doute, c'était une menace, une cicatrice, une sentence. Parce que Guilherme savait très bien que sa fille, Sophia, n'était pas comme les autres de la famille. Elle avait des traits différents, une douceur dans le regard, une sérénité qui ne venait pas de l'arrogance des Vargas, et plus encore, elle avait cette fameuse tache sur l'épaule gauche. Guilherme se leva lentement, comme s'il portait du plomb dans les os. La pièce était vide, mais le coffre encore grand ouvert semblait se moquer de lui. À l'intérieur, en plus de la chaîne et des papiers, il y avait une lettre, cachetée à la cire rouge, écrite à la main. C'était de son père, Romaldo. Il hésita un instant, puis l'ouvrit avec des mains tremblantes. L'écriture ancienne semblait crier d'outre-tombe. « Mon fils, si tu lis ceci, c'est que le passé est venu te réclamer. J'ai fauté, j'ai gravement fauté. J'ai décidé du sort d'une vie qui ne m'appartenait pas, avec la froideur de quelqu'un qui n'a jamais regardé un enfant illégitime dans les yeux. Mais elle, Clara, était ta sœur, et on l'a envoyée loin parce que la société ne l'aurait pas acceptée. C'est la seule erreur qui me hante encore aujourd'hui, et c'est pourquoi je te laisse cette vérité, dans l'espoir que tu sois meilleur que je ne l'ai été. » La lettre tremblait dans les mains de Guilherme, sa vue se brouillait, et à cet instant, il se sentit orphelin. Pas d'un père, mais d'honneur. « Meilleur que toi, je suis pareil ou pire !» La vérité faisait mal comme une lame, la réputation qu'il s'était construite, les affaires qu'il avait multipliées, les propriétés, les voyages, les amis de façade. Rien de tout cela ne comptait plus face à la possibilité d'avoir menti, même à sa propre fille. C'est alors qu'un souvenir surgit comme une avalanche. Sophia, 4 ans, en pleurs après un cauchemar, et disant « Papa, j'ai rêvé d'une dame qui m'appelait Clara. Elle me prenait dans ses bras et disait qu'elle allait revenir. » À l'époque, il avait cru que c'était un délire d'enfant. Maintenant, cela faisait plus de sens que tous ces diplômes accrochés au mur. Guilherme courut jusqu'au bureau. Il ouvrit le tiroir où il gardait les tests ADN réalisés des années plus tôt par paranoïa. Il prit l'enveloppe, ouvrit les résultats, et là c'était écrit « compatibilité partielle ». Les médecins avaient dit que c'était courant entre parents biologiques, que cela pouvait être une interférence génétique. Mais maintenant, cela sonnait comme un avertissement ignoré. Sa tête tournait. Le monde lui paraissait trop petit pour tant de culpabilité. Il alla dans la salle de bain, se jeta de l'eau au visage, se regarda dans le miroir. Et il vit son père. « Tu as détruit les vies, vieux maudit, et maintenant je suis tes traces. » Le téléphone sonna. C'était l'école de sa fille. « Monsieur Vargas, il s'est passé quelque chose avec Sophia aujourd'hui. Elle a fait une crise et n'arrêtait pas de répéter le nom d'une femme inconnue. Elle disait qu'elle la sentait auprès. Pouvez-vous venir la chercher ?» Guilherme lâcha le téléphone sans répondre, parce qu'à cet instant, il comprit. La petite ressentait la présence de sa mère, ou quelque chose d'encore plus profond. Et lui, peut-être, n'avait jamais été père de tout. Il y a des douleurs qui entaillent la chair, et il y a d'autres qui résonnent à l'intérieur, en boucle, répétant la même phrase pendant des années. Guilherme était là, debout, dans le couloir de l'école, les mains moites, la tête bourdonnante, le cœur suspendu à un mot. « Fille !» Mais l'était-elle vraiment ? La secrétaire le regardait avec pitié. Sophia était dans la cour, assise, seule, les bras autour des genoux et la tête baissée comme si elle voulait protéger ses secrets de la tempête. Le ciel dehors s'assombrissait lentement. Cette fin d'après-midi avait une odeur de terre mouillée et un poids de deuil. Il marcha vers elle, chaque pas semblait exiger un pardon qu'il ne possédait pas. Lorsqu'il s'approcha, elle ne leva pas les yeux. Elle dit seulement à voix basse « Je l'ai encore vu ». La voix était faible, mais sûre, pleine de mémoire. Guilherme s'agenouilla difficilement, sa colonne grissante. Le temps passe, mais certaines vérités prennent plus de temps. « Qui donc, ma chérie ?» Elle leva les yeux.
Des larmes brillaient, mais elle était silencieuse. Les pires. La femme, celle qui vient dans mes rêves, elle m'a encore appelé Clara. Guillerme frissonna. Les mots de la lettre, les phrases du mendiant, les cicatrices du passé, tout s'entrechocasse à cet instant. Il voulait nier, dire que ce n'était que des rêveries d'enfant, mais son corps le trahit. Il tremblait. Sophia le fixa, comme si elle voulait creuser au fond de lui et trouver ce qu'il avait caché si longtemps. « Papa, je suis vraiment ta fille ?» Silence. Le genre de silence qui vous écrase les côtes. Guillaume tenta de lui toucher le visage, mais Sophia se recula. Elle se leva, tourna le dos. Parce que, parfois, j'ai l'impression de n'appartenir à nulle part. La douleur qu'il ressentait n'était pas nouvelle, mais désormais elle avait un nom, un visage, et il ne pouvait plus la repousser dans le coffre. « Sophia, écoute-moi, je sais de comprendre tout ça avec toi, mais je te jure sur tout ce qui est sacré, tu aimes ma fille, même si le sang dit autre chose. Je suis ton père. » Elle se tourna lentement. « Et ma mère, pourquoi tu n'as jamais parlé d'elle ?» Guillerme s'étrangla. Parce que la vérité était simple, et il n'avait jamais parlé parce qu'il n'avait jamais su, parce que son père avait effacé cette femme de l'histoire, avec la froideur qu'il effaçait des dettes. Parce que j'ai été lâche. Elle a acquiescé, comme si elle s'y attendait, comme si elle le savait déjà. Alors maintenant, c'est à moi d'être courageuse. Sophia, je vais découvrir qui je suis, même si je dois partir seule. Non, tu ne vas pas partir comme ça sans direction. Tu es encore un enfant. Je suis plus adulte que bien des gens de ta famille, papa. Et là, les yeux pleins de feu, le sac au dos, elle partit, sans crier, sans claquer la porte, sans drame. Elle partit simplement, comme partent ceux qui s'en est rejetés, mais qui choisissent d'écrire leur propre histoire. Et Guillerme resta l'âme vide et le cœur rempli de questions, parce que ce qu'il redoutait le plus venait d'arriver. La seule personne qu'il appelait papa doutait de cela. Cette nuit-là, il n'y eut ni lune, ni vent, ni son. Juste l'écho d'une porte qui se ferme et le vide qui frappe la poitrine comme un marteau sur un vieux bidon. Sophia avait disparu. Elle n'avait emporté qu'un sac à dos, une veste légère et le courage qu'elle n'avait pas hérité de Guillerme, mais peut-être de sa mère. Guillerme passa les premières heures à errer dans la maison comme un animal en cage. À chaque recoin, il voyait des traces d'elle, un livre avec une fleur séchée, une chaussure sur le tapis, un mouchoir avec une odeur d'enfance. Mais elle n'était plus là. Il prit le téléphone, appela la police. « Ma fille a disparu. »« Monsieur, quel âge a-t-elle ?»« 12 ans, mais une âme de trempe. » Il vérifia les caméras, l'historique du téléphone, le GPS de sa montre. Rien. Comme si le monde avait avalé Sophia. Mais Guillerme savait. Elle n'avait pas disparu. Elle était partie chercher le morceau qui lui manquait. Il alla jusqu'au coffre, désormais toujours grand ouvert, et on ressortit la photo de Clara. Il fixa ses yeux comme s'il exigeait une réponse. Où était-elle allée te chercher ? Mais le portrait ne rendait que du silence. Le même silence que les fautes qu'on essaie d'oublier. Alors, sans réfléchir, Guillerme enfila un manteau, prit ses clés et sortit. Pas de chauffeur, pas de garde, juste la peur, la photo et un nom murmuré entre larmes, Piedade. La ville où l'histoire de Clara s'arrêtait et où, peut-être, celle de Sophia recommençait. Piedade était le genre de ville qui sent la lessive au savon de coco et le café fraîchement facé. Rues étroites, arbres tordus, silence de chapelle abandonnée. Guillerme arriva encore avant l'aube. Les phares de la voiture dessinaient des ombres sur le sol de terre battue. Il alla directement à la maison Étoile, le refuge où Clara avait vécu. Il frappa à la porte avec l'urgence de quelqu'un qui a perdu l'irremplaçable. Une femme en blouse bleue et cheveux gris fronça les sourcils en le voyant.
Vous êtes de la famille de Clara ?»« Oui, du pire côté, mais oui. » Elle lui fit signe d'entrer. Le salon sentait la lavande et la poussière. Au centre, un portrait de Clara plus jeune, souriante, avec 2 enfants sur les genoux. Elle était une lumière ici, jusqu'au bout. Elle est morte en disant qu'elle rêvait de retrouver sa fille. Et la petite, Sophia, elle est passée par ici. La femme acquiesça. Elle prit un vieux carnet et ouvrit une page. Fille, yeux foncés, prénom Sophia. Elle est venue poser des questions sur Clara, a pleuré, a dit qu'elle chercherait seule à laisser un mot. C'était un papier plié, écrit au stylo bleu. Si ma mère est morte, je veux aller là où elle vit encore en moi. Je ne veux plus de mensonges, je ne veux plus de murs, je veux juste la vérité. Guillermet ferma les yeux, inspira profondément. Où est-elle allée ensuite? Elle a demandé le couvent où Clara avait été envoyée, celui des sœurs de Saint-Mathieu. Le cœur de Guillermet se serra. Ce couvent existe-t-il toujours? Oui, mais c'est plus une prison qu'un refuge. Et là, assis sur cette chaise en bois, il comprit. Sophia ne fuyait pas, elle creusait. Elle creusait ses racines et ses douleurs, et il allait devoir la suivre. Le couvent de Saint-Mathieu était un bâtiment ancien, aux murs épais, vitraux sales et croix fissurées. Il ne sentait pas la foi, il sentait le passé étouffé. Guillermet arriva au portail avec le portrait de Clara dans les mains. Il sonna. Une sœur aux yeux fatigués ouvrit. « Je cherche ma fille. Elle est venue demander des choses sur sa mère. » La sœur regarda la photo, regarda Guillermet et resta silencieuse de longues secondes. Attendez dans la chapelle. L'attente fut longue, aussi longue que la vie qu'il avait gâchée en croyant tout maîtriser. Quand on l'appela enfin, il se retrouva devant la mère supérieure, une femme grande, austère, au regard froid. « Votre fille est bienvenue. Elle a posé des questions sur Clara Lopez. Elle a remué des choses qu'il valait mieux laisser dormir. Elle est ici? Elle est partie hier soir, en pleurant. Elle a dit qu'elle ne voulait plus appartenir à personne. Où est-elle allée? Elle ne l'a pas dit. Elle a juste laissé ça. C'était une lettre, encore une, l'écriture tremblante. Ma mère a été jetée pour cause de honte. Mon père m'a retenu par orgueil. Je ne veux pas vivre des restes. Quand je me retrouverai, peut-être que je reviendrai. Ne me cherche pas. Mérite-moi. » Guillermet s'effondra, car pour la première fois, l'héritière ne voulait pas d'héritage. Elle voulait seulement la vérité. La pluie tombait quand Guillermet retourna à sa voiture. Une pluie fine, mais continue, qui mouille sans prévenir. Il s'arrêta au milieu de la route et cria. Un cri qui ne demandait pas de réponse, mais une punition. Il passa la nuit la tête sur le volant. Il se souvenait de Sophia à 3 ans, chantant faux dans le salon, de la première fois qu'elle avait dit « Papa », du jour où elle était tombée de vélo et avait dit « Tu ne vas pas m'abandonner, toi aussi ?» Et maintenant, elle était seule, partie, parce qu'il n'avait jamais répondu à cette question comme il le fallait. Au lever du jour, il vit quelque chose au bord de la route, un papier coincé sous une pierre. Encore une lettre, une dernière. « Papa, si ce mot a encore un sens, je ne veux pas disparaître pour toujours. Je veux juste respirer en dehors de ton histoire. Un jour, si je me souviens comme on aime, je reviendrai. Ne me cherche pas. Mérite-moi. » Guillermet s'effondra. Car pour la première fois, l'héritière ne voulait pas d'héritage. Elle voulait seulement la vérité. Les mois passèrent comme des ombres. Guillermet ne retourna jamais au manoir. Il vendit des entreprises, ferma des comptes, fit des dons. Il disparut des médias. On disait qu'il était devenu fou,
que la culpabilité l'avait dévoré. Mais ce que peu savaient, c'est qu'il avait choisi de disparaître. Il alla vivre dans un village simple, avec une véranda en bois et un vieux poêle à bois. Chaque semaine, il écrivait des lettres. Il ne les envoyait pas. Il écrivait des lettres pour Sophia. L'une d'elles disait « Si un jour tu reviens, je ne veux pas que tu me trouves sur un trône, mais en train de balayer le trottoir, comme quelqu'un qui tente de nettoyer les traces d'une vie sale. » Il commença à visiter des foyers d'accueil. Il parlait avec des jeunes filles abandonnées, offrait des livres, racontait des histoires. Il disait qu'un jour il avait tout eu et tout perdu. Pas par malchance, mais par mensonge. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose de rare, une honte sincère. La vie du vieux Guillarbet était devenue une routine de silence. Il se levait tôt, préparait un café filtré à la main, s'asseyait sur la véranda et lisait des passages de la Bible qu'il n'avait jamais compris auparavant. Et il ne lisait pas parfois, mais par remords, par habitude, pour tenter de trouver du sens dans des mots qu'il avait autrefois méprisés. La maison était petite, mais avait une âme. Les murs sentaient le bois mouillé. Le plancher grinçait comme s'il se souvenait de chaque pas. Dans le réfrigérateur, peu de provisions. Dans l'armoire, des livres, encore des livres. Et au-dessus de la cheminée, un cadre photo de Clara. La vraie Clara, souriant dans un champ fleuri, jeune encore, avec le petit pendentif d'ange autour du cou. C'était un matin de dimanche, un de ceux qui ne promettent rien. Le ciel était gris, l'air tiède, le temps indécidé. Guillermet s'assit sur le porche, une couverture sur les genoux, un journal plié. C'est alors qu'il entendit « tac-tac ». Le son fut discret comme un murmure, mais il avait quelque chose de différent. Il se leva avec peine, ajusta sa lunette et marcha vers la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, ses yeux mirent du temps à s'ajuster, mais lorsqu'ils le firent, ils se figèrent. Devant elle, une jeune femme d'une vingtaine d'années, peau mat claire, yeux bruns foncés et profonds. Elle portait un jean simple, un pull en tricot et, entre les coups, une chaîne. Cette chaîne, la chaîne avec le petit ange. Guillermet s'étrangla. « Clara ?» murmura-t-il, sans s'en rendre compte. La jeune femme sourit légèrement, mais ses yeux étaient humides. « Non, je m'appelle Clara Sophia, mais on dit que j'ai le visage de ma mère. » Le vieil homme porta la main à sa bouche. Ses jambes fléchirent, il s'adossa à la porte. Il respirait profondément, comme quelqu'un qui retient un cri au vieux de plusieurs années. « Tu es, dit-il, je suis ta petite-fille. » Elle sortit de son sac une enveloppe jaunie. Elle lui tendit délicatement. Ses mains tremblaient en la prenant. « Ma mère m'a laissé ça. Elle a dit qu'un jour, je saurais quand te la porter. » Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, un papier écrit à la main. L'écriture était celle de Sophia. « Papa, quand je suis parti, c'était avec de la douleur, mais aussi avec de l'espoir. L'espoir que tu retirerais ton armure. Clara Sophia est ma fille. Elle est née dans le chaos, mais elle a grandi dans l'amour. L'amour que tu m'avais promis, mais tu n'as pas su me donner. Peut-être que maintenant tu pourras lui offrir. Je ne sais pas si je reviendrai, mais si elle est arrivée jusqu'à toi, c'est qu'un changement a eu lieu. Sois meilleur que tu ne l'as été pour moi. Elle le mérite. » Guillermet serra la lettre contre son cœur. Il pleura sans bruit. La jeune femme resta là debout, respectant le temps du vieil homme. « Ta mère, elle est vivante, mais loin. On dit qu'elle travaille dans des communautés au bord des rivières. Elle apprend à dire, distribue des vivres, accueille les orphelins. Elle dit qu'elle reviendra un jour, mais personne ne sait quand.
Yann essuya les yeux, puis ouvrit la porte en grand dos. « Tu veux entrer ?» Elle sourit et entra. Et là, dans cette petite maison pleine de passé, une nouvelle histoire commença. Une histoire sans coffre, sans clé. Seulement la vérité. Les mois qui suivirent furent un recommencement. Pas un recommencement facile, un recommencement de ceux qui marchent sur une terre qu'ils ont eux-mêmes abîmée. Guilherme se levait maintenant plus tôt qu'avant, mais pas pour courir après des actions ou des contrats. Il se levait parce que Clara Sofia se levait. Et avec elle se réveillait aussi le morceau de fille qu'il avait perdu. Au début, la cohabitation était silencieuse, timide. Il préparait le café, elle mettait les assiettes. Il parlait peu, mais avec le temps, le silence devint soin. « Papy, maman disait que tu avais peur des miroirs. » Il s'arrêta, la cuillère de sucre en l'air. « Pas peur, je n'aimais juste pas voir un homme que je n'avais pas choisi d'être. » La jeune fille, avec ses 20 ans et la sagesse d'une vieille âme, répondit simplement « Mais maintenant, moi je vois quelqu'un d'autre. » Et c'est ainsi que naquit l'idée. Un dimanche quelconque, assise sous un manguier, Clara Sofia prit un cahier et commença à dessiner. Elle dit « Et s'il existait un lieu où les filles comme ma mère seraient vraiment accueillies, où personne ne leur dirait qu'elles ne valent rien ?» Guilherme regarda le cahier. Il vit l'esquisse d'un bâtiment simple, avec de grandes fenêtres, des arbres autour et un nom griffonné en haut. « Fondation Clara. »« C'est quoi ça ?»« C'est le futur, papy. Si tu veux, on peut le construire ensemble. » Cette même nuit, Guilherme fouilla les derniers papiers du vieux coffre. Il avait encore quelques économies, quelques biens, des dons possibles. Il fit les comptes. Ça passerait, mais pas seulement avec de l'argent. Il fallait aussi un nom, une histoire, une mémoire purifiée. Ils enregistrèrent les statuts, louèrent une vieille maison, la rénovèrent, la peignirent en blanc, puis en bleu, puis en jaune. « Couleur de soleil, papy, » dit-elle. En un mois, elles accueillirent 4 filles. En 2, 16. En 6 mois, elles en comptaient plus de 40. Des filles à l'histoire semblable, abandonnées, rejetées, invisibles. Mais là, toutes avaient un prénom, un repas chaud, un lit propre et de l'affection. Clara Sofia coordonnait, Guilherme racontait des histoires. Il était devenu le conteur officiel de récits tristes avec des fins bouleversantes. Il parlait aux filles comme s'il demandait pardon au monde, comme s'il voyait toute la fille qu'il avait perdue, la femme qu'il n'avait jamais connue, l'enfant qu'il n'avait pas su protéger. « Ici, c'est pour celle que le monde a oubliée, papy. » Il répondit « Non, ici, c'est pour celle que le monde a jetée, mais qui brille encore. » La 2e année de la fondation, Guilherme écrivit une lettre. Cette fois, elle n'était ni pour Sofia, ni pour Clara, elle était pour lui-même. « Guilherme, tu as été un lâche, un homme aveuglé par l'orgueil et riche de peur. Mais ici, entouré de filles qui sourient avec si peu, tu as appris à être humain. L'argent sert à ouvrir des portes, mais le cœur, c'est ce qui ouvre, ce qui compte vraiment. » Il laissa cette lettre au sommet de l'ancien coffre, maintenant exposé dans la salle principale de la fondation, avec un mot collé devant. Ici reposait à secret. Aujourd'hui, on y met une fleur. La fondation Clara était déjà connue dans la région, pas pour sa structure, qui était modeste, mais pour ce qu'elle faisait. Elle accueillait des jeunes femmes enceintes, blessées, celles qui n'avaient jamais entendu « tu comptes », et elles entraient tête basse, mais repartaient le menton levé. Guilherme, maintenant 70 marchait lentement, mais parlait avec fermeté. Il avait le garde-dos,
et un carnet où il notait les rêves de chaque fille et disait que c'était pour ne pas oublier de prier. Un jour, Clara Sofia entra dans sa chambre avec une enveloppe à la main. « C'est pour toi. » Une enveloppe simple, sans expéditeur. À l'intérieur, une feuille pliée et une photo. Sur la photo, une femme aux cheveux attachés, la peau bronzée, tenant un nouveau-né dans les bras, à côté d'une pirogue sur une rivière. Le regard, c'était le sien. C'était Sofia. Guilherme serra l'image contre sa poitrine, ferma les yeux et sentit un monde s'écrouler. Mais cette fois, c'était de gratitude. La lettre disait « Papa, je ne sais pas encore si je sais te pardonner, mais je sais que tu as essayé, et ça, c'est plus que j'entendais. Clara Sofia est la preuve que l'amour peut briser même le plus ancien des coffres. Ce bébé sur la photo s'appelle Espérance. Et oui, c'est ma fille. Tu es devenu grand-père à nouveau. Et moi, je reviens doucement. Mais aujourd'hui, même de loin, je te dis merci de ne pas avoir abandonné. » Guilherme pleura. Il pleura comme il ne l'avait pas fait depuis la disparition de Clara. Mais cette fois, les termes étaient de lumière. Quand la mort vint chercher Guilherme, elle ne vint pas comme une voleuse, elle vint comme une visite attendue. Il était prêt. Le lit était simple, drap blanc, lumière du soleil filtrée par un rideau en dentelle, cette odeur de maison ancienne. L'horloge à balancier faisait son dernier tic-tac, délicatement. Et sur la table de chevet, la photo de Clara, la lettre de Sofia et le pendentif en forme d'ange. Clara Sofia était assise à côté de lui. Elle lui tenait la main. Il n'y avait plus de peur sur son visage, juste de la fatigue et du soulagement. « Tu sais, ma petite fille, l'homme que j'étais aurait tout caché. Il serait mort avec la clé du coffre dans la poche, mais aujourd'hui, je laisse tout grand ouvert, qu'on voit, qu'on sache, qu'on apprenne. » Elle serra ses doigts, sa peau ridée, marbrée, mais encore chaude. « Tu as été plus père pour moi que bien des gens qui portent le titre. » Il sourit, les yeux humides. « Tu m'as sauvé sans le savoir. Chaque fois que tu m'as appelé papy, c'était comme si une partie pourrie de moi était arrachée. Et ce qui restait, c'était ce qui valait. » Elle pleura, en silence. Il ferma les yeux. « Promets-moi une chose. Tout ce que tu veux. Ne laisse jamais refermer le coffre. Jamais. » Cette nuit-là, il partit. Sans douleur, sans bruit. Il partit simplement. Les funérailles furent modestes. Uniquement les filles de la fondation, des voisins et quelques personnes qui avaient entendu parler de cet homme autrefois arrogant devenu refuge. Au centre de la salle principale de la fondation, on plaça l'ancien coffre, sans porte, rempli de fleurs. Sous une vitre, une phrase. « Ici, on ne garde pas les secrets. Ici, les vérités fleurissent. » Et à côté, accroché au mur, un miroir. Pour que chaque fille qui passe par là, en regardant dans le coffre, voit son propre visage et comprenne. Elle aussi a le droit d'être aimée. Le temps passa. La fondation grandit. Elle devint école, foyer, phare. Et chaque semaine, une lettre était lue dans la cour, des lettres de jeunes filles en guérison, des lettres qui commençaient par « papy », même sans lien de sang. Clara Sofia devint enseignante, mère et gardienne de cet héritage. Et les nuits de grand vent, elle entendait encore la voix de son grand-père lui souffler. Certains parient 1 million sur un coffre et perdent tout, mais d'autres ouvrent leur âme et trouvent le monde. Fin.